Bonsoir et bienvenue à Tokyo. Donc le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi. Moi c'est Grégoire Hello, donc je bosse chez Kurokawa, je bosse aussi chez Gamecult, donc j'aime les jeux vidéo, donc c'est pour ça que je suis à Tokyo, à la soirée Capcom où on nous a montré un tas de jeux fabuleux. Et tout de suite, en parlant de jeux fabuleux, on va vous présenter les sorties de la semaine en jeux vidéo, en manga, en animé et bien entendu les news super chaudes du Tokyo Game Show. Cette année encore, le Festival du jeu vidéo a investi le parc des expositions de la Porte de Versailles pour accueillir un espace consacré aux jeux vidéo et un autre dédié aux jeux de rôle papier. Malheureusement pour cette édition 2010, les éditeurs de jeux ont massivement déserté cet événement pour lui préférer le Paris Games Week, un salon concurrent organisé fin octobre au même endroit par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Résultat, les stands d'éditeurs présents l'année dernière ont disparu, cédant leur place à de grands espaces consacrés à différents constructeurs et accessoiristes. On pouvait ainsi jouer à Dirt 2 sur un triple écran, s'émerveiller devant des PC de l'espace qui affichaient leurs entrailles façon show SF, ou encore s'essayer à la 3D avec toutes sortes de lunettes. Il était tout de même possible de jouer à quelques nouveautés, avec un concours Trackmania sur Wii et la présence d'un grand distributeur qui offrait la possibilité de jouer au prochain Castlevania Lords of Shadow, à PES, Hawks 2 ou encore F1 2010. Des écoles étaient également présentes comme Lizard et Supinfo Game. Sans oublier des stands de presse comme celui de RPG Magazine, dont une partie de l'équipe rédactionnelle collabore à l'émission EXP. Ou les éditions Pix & Love qui vendaient pour l'occasion le numéro 14 de son MOOC, avec Another World en couverture, mais aussi les IG Mag, ainsi que l'excellente biographie de Yokoi Gunpei, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Décevant pour les joueurs qui s'attendaient à pouvoir jouer en avant-première au blockbuster de cette fin d'année, le salon du jeu vidéo se rattrapait en mettant en avant de nombreux studios indépendants. Comme Beyond the Pillars, un studio parisien créé en 2008 qui fait travailler à l'heure actuelle une petite vingtaine de personnes. Parallèlement au développement d'un MMO, ils ont créé un RPG étonnant, Winter Voices, un titre téléchargeable en 7 épisodes, dont le premier était présenté sur le salon. On a toujours cherché à innover un petit peu dans le domaine du jeu vidéo. On a voulu faire du jeu indépendant et du jeu indépendant intéressant. Du jeu indépendant enrichissant pour les adultes. Et donc on a décidé effectivement de partir sur un jeu un petit peu plus profond, enfin profond, on essaye tout du moins, un petit peu plus sombre aussi. Donc c'est l'histoire d'une héroïne qui va perdre son papa. Donc le jeu entier va montrer le parcours de cette héroïne à la recherche de ses racines, à la recherche d'elle-même et de la façon dont elle va un petit peu se redécouvrir et redécouvrir l'histoire de son passé. On se situe dans un empire qu'on a inventé, mais qui est extrêmement réaliste, qui est très proche de la Finlande dans les années 1850. Alors on est dans un RPG tactique, dans un jeu au tour par tour, dans un gameplay plutôt lent, avec beaucoup de réflexion. La petite innovation, c'est qu'on est dans un jeu uniquement défensif. Donc l'objectif c'est pas de tuer du monstre, l'objectif c'est de se défendre, de survivre, d'avancer. Et donc la majorité des combats, ça va être l'objectif ça va être d'atteindre un point précis de la map de jeu. Ça va être de survivre un certain nombre de tours. Doté d'une direction artistique forte et originale, signée par l'illustrateur reconnu Emmanuel Malin, lead artiste sur le jeu, Winter Voices se démarque également par un gameplay atypique entre le RPG et le jeu d'aventure point and click. Un mini-espace Focus Interactive était aussi présent avec la possibilité de découvrir Ferry de Spiders Games, ainsi qu'un jeu XBLA en cours de développement récemment signé par un éditeur français. Son nom, Rotastic. C'est Martial, gérant de la société Dancing Dots, qui va maintenant nous parler de sa boîte et de son projet surprenant. On a un studio parisien d'une vingtaine de personnes qui existe depuis 5 ans à peu près. On a majoritairement fait des jeux PC, DS et Wii, beaucoup de jeux pour les petites filles. Et on vient sur le salon du jeu pour présenter un autre titre de notre cru qui s'appelle Rotastic. Et Rotastic, c'est un jeu d'action pour le XBLA. Il n'a pas été annoncé encore. On travaille avec l'éditeur Focus Home, l'éditeur de Trackmania ou de Pro Cycling. Alors le concept de Rotastic, c'est un jeu que j'ai pas vu encore, qui est un jeu à un seul bouton, pas de stick. On déplace un personnage à l'écran, on peut assimiler ça à un jeu de plateforme. Son personnage, on utilise le bouton pour s'accrocher à des points d'accroche, il y en a 5-6 sur l'écran. On est toujours soumis à la gravité, on est toujours en mouvement, il n'y a pas de plateforme, on peut pas se poser. Et le but du jeu varie suivant les niveaux. Assez souvent, c'est de collecter des gemmes. En multi, c'est plutôt d'aller faire du frag, aller couper les cordes des autres joueurs, les entraîner par la gravité vers le bas de l'écran pour qu'ils aillent mourir misérablement.
Comme c'est le cas depuis maintenant quelques années, le festival du jeu vidéo accueillait une petite expo, la Games Art Factory, qui présentait des artworks de divers jeux mais aussi les œuvres d'un artiste stupéfiant. La Games Art Factory numéro 3, cette année ouvre avec beaucoup de nouveautés. D'une part, toujours ce lien avec les éditeurs et surtout les développeurs français. Je remercie en fait surtout la participation de Trade West avec le jeu Blaze Blue et aussi un développeur français qui s'appelle Bizarrebox avec lequel on a fait un très joli travail de recherche avec des storyboards de recherche personnages sur un jeu qui va sortir en octobre qui s'appelle Grey Matter. Mais ce que je voulais vraiment mettre en avant cette année, toujours cette recherche autour de l'univers graphique du jeu, des coulisses de préparation d'un jeu, mettre un focus et avoir un guest international. Et ce guest, cette année, a été Victor Antonov. Ce nom vous dit quelque chose? Non? Essentiellement connu dans le milieu du jeu pour avoir travaillé avec Valve sur Half-Life 2, en tant que directeur artistique, cet artiste très occupé a gentiment accepté de nous rencontrer afin de revenir pour nous sur son parcours, ses travaux dans le jeu vidéo ainsi que ses futurs projets. À une époque, j'étais designer industriel à Los Angeles. Ça veut dire je faisais des trains, des avions et des voitures. J'étais un designer de concept cars. J'ai fait l'école Art Center College of Design, qui est une école qui spécialise dans le design automobile. Il y a 2 écoles de ce type au monde, Royal College of Design à Londres et celui-là. Et c'est des écoles qui ont une tradition de gens qui sortent et qui font de la science-fiction après, parce que c'est des écoles où on apprend à dessiner des choses qui n'existent pas d'une façon réaliste. À la différence des beaux-arts, où on fait des paysages et des peintures, des choses existantes. Alors c'est des écoles de dessin de rêve et des choses fictionnelles et non existantes. Alors étant à Los Angeles, j'avais le choix de faire du travail dans la publicité, dans le cinéma, effets spéciaux, design, ou le jeu, et l'année était 97, qui était un peu le début des jeux 3D. Alors j'ai travaillé un peu dans les 3 domaines, et je me suis rendu que dans le jeu, c'était un peu le Wild West de cette époque-là, où il n'y avait pas de règles, et dans le design industriel, on crée une voiture, un miroir, un pneu, un siège. Dans le cinéma, on crée un décor éventuellement quand on commence comme designer, et dans le jeu, je pouvais créer des villes entières. Alors ça, c'est un rêve pour un designer très rare qu'un grand roi ou dictateur peut faire de l'urbanisme imaginaire et créer des villes. Alors j'ai commencé avec un petit jeu sur le moteur de Doom qui s'appelle Redneck Rampage. Mais il a aussi travaillé sur le FPS Kingpin, qui a su séduire les dirigeants de Valve au point qu'ils cherchèrent à l'embaucher pour travailler à Seattle sur Half-Life 2. Projet sur lequel il accepta de s'engager dans un premier temps en tant que designer concepteur consultant et qui allait durer plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Pendant 1 an à peu près, j'ai fait de la création d'univers, du dessin, de la peinture. Et j'ai travaillé avec le game designer, avec l'écrivain du jeu Mark Laidlaw. Et après, je suis reparti. Malheureusement, des fois, quand on fait du concept design, ça se traduit pas très bien dans le résultat final de jeu. Alors j'ai commencé à revenir régulièrement pour essayer d'intégrer avec les équipes mes travaux dans la chaîne de production. Et à un moment donné, on a vu que ça se passe beaucoup mieux comme ça. On m'a proposé le poste de directeur artistique de Valve pour pouvoir finir le projet avec l'ambition qui était dans le concept. Nous allons maintenant aborder brièvement ses projets dans le cinéma, l'animation et l'illustration. Je travaille dans le cinéma depuis que j'ai fait du design pour le film français Renaissance, qui était un film en noir et blanc pour Onyx Studio. Et depuis, en fait, janvier 2008, je suis le créateur d'univers visuel d'un grand film d'animation français qui s'appelle La Nuit des Enfants Rois, The Prodigies en anglais, et qui est un film de motion capture, full 3D et stéréoscopique. Son projet le plus récent est un livre illustré dont les œuvres présentées sur l'expo sont tirées. Celles-ci ont d'ailleurs été choisies par la directrice artistique de l'expo, en collaboration avec la compagne de Victor, Svetlana Ilieva. On m'a invité au festival de jeux vidéo pour présenter mon projet le plus cher et le plus récent. En fait, c'est mon histoire, c'est un projet de 7 ans qui s'appelle The Colony, qui est un livre illustré. Je vais faire un petit mot pourquoi j'ai fait un livre illustré et pas une BD ou un comics ou un graphic novel, parce que
Je crois que le livre illustré a une forme d'art qui n'existe pas depuis très longtemps. Dans le comics, il y a une inflation d'images et le livre illustré, on a un peu de texte et des images de temps en temps qui stimulent le lecteur de prendre des repères visuels et s'imaginer une grande partie des images. Alors en lisant le texte, le lecteur crée son propre univers avec une petite direction donnée par l'illustrateur. Et voilà, c'est tout pour la Games Art Factory et le Festival du jeu vidéo 2010. On fonce tout de suite à Tokyo sur le TGS pour les premières informations récoltées sur place par notre équipe de choc. Depuis que la chaîne existe, No Life n'a encore jamais raté son rendez-vous avec le Tokyo Game Show. Une équipe part chaque année depuis 2007 pour couvrir le plus gros événement jeux vidéo du Japon. En cette fin d'été, le Tokyo Game Show 2010 commence sous une pluie battante. Et sur le chemin familier qui nous emmène de la gare au TGS, on trouve comme chaque année les mascottes géantes en forme de promesse, ainsi que les posters qui accrochent l'œil des visiteurs quelques minutes avant leur entrée dans le salon. On y croise même quelques Français avec de bien beaux t-shirts. Bonjour, les fans de No Life à Tokyo. Et on attend. Il y a quelque chose qui nous interpelle après un premier tour du salon. Si on trouve encore quelques jeux Wii, exploitant la Wiimote comme le jeu de danse Michael Jackson d'Ubisoft, la vraie star du salon était le PlayStation Move ainsi que son adaptateur en pistolet. Sony a bien préparé son coup et il était impossible d'échapper au phénomène, que ce soit sur leur stand ou celui des éditeurs tiers. Sony a même créé une double sensation avec ses nombreux jeux PS3 conçus pour la 3D relief avec les lunettes. Même si ça ne se voit pas à la caméra, le rendu est très réussi et apporte souvent un plus, comme par exemple dans Gran Turismo 5 ou la nouvelle version de l'iPad. Mais il y avait aussi des choses à voir en dehors du salon. Capcom, par exemple, avait invité les journalistes dans un restaurant de Roppongi, au centre de Tokyo, pour présenter leur nouveau titre en avant-première. Comme l'an dernier, c'est Inafune, le producteur phare de Capcom, qui s'est fendu d'une keynote un peu provoque, comme il les affectionne. デッドライジングのパーティーでですね、日本のゲームは死んだということをですね、高々と宣言したらですね、その後ネットで叩かれまくってますけども、今年はどうなのかっていうことをここで語りたいなと思ってます。まだTGS 始まってませんので、僕会場で日本のゲームを確認しておりません。だからですね、死んだとは言えないんですけど、多分ダメでしょう。 Des propos qui sont retransmis en temps réel par les médias du monde entier présents dans la salle. Inafune passe ensuite au gros morceau, la présentation de deux nouveaux titres encore jamais montrés. Tout d'abord Asura's Wrath, qui signe la première collaboration de Capcom avec le studio CyberConnect 2, connu surtout pour ses adaptations de Naruto. Mais aussi DMC Devil May Cry, développé par Ninja Theory, dont on vous reparlera bien sûr dans le prochain Classé 18+. Le premier jour du TGS fut également l'occasion pour Microsoft d'annoncer plusieurs exclusivités croustillantes. L'une d'elles, vous l'aurez compris en découvrant ces images, n'est autre que l'arrivée en 2011 de Radiant Silvergun sur le Xbox Live Arcade, le mythique shoot 'em up Treasure sorti en 1998 en arcade et sur Saturn. Le jeu proposera une option de joueur en local et en live, la possibilité de télécharger des replays, ainsi que des graphismes améliorés mais fidèles à l'original. Et le studio en charge du développement ne sera autre que Treasure, bien sûr. Mis à part Radiant Silvergun, Microsoft a également annoncé plusieurs titres Kinect, dont Steel Battalion Heavy Armor, un jeu 18+, ainsi que Body and Brain Connection, Codename D, un nouveau jeu d'action de Grasshopper et Sudagoichi, qui est décidément partout en ce moment, Project Draco, un rail shooter de Futatsugi Yukio, connu pour son travail sur la saga Panzer Dragoon, et enfin Haunt, un jeu de maison hanté, sans oublier Rise of the Nightmares, un jeu d'épouvante encore, signé Sega. Autre annonce exclusivement japonaise, mais du côté d'Electronic Arts cette fois-ci, la confirmation de Shadows of the Damned, le third-person shooter né de l'alliance entre Sudagoichi, Yamaoka Akira et Mikami Shinji, trois des grandes personnalités que vous avez eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises sur l'antenne de No Life. Le jeu étant estampillé 18+, on ne peut pas vous montrer d'image, mais soyez sûr qu'il sera traité dans les normes en vigueur lors de notre prochain rendez-vous classé 18+.
Bah voilà, c'était ce qu'on appelle des news ou des nouveautés en bon français. Donc là tout de suite on va passer à la critique du jeu vidéo. Alors les jeux vidéo, je sais pas si vous aimez ça, moi oui, bon a priori vous aussi si vous êtes sur No Life. En parlant de jeux vidéo, si vous êtes fan de Phoenix Wright, je me permets de prendre un petit peu de temps d'antenne pour vous rappeler que le manga de Phoenix Wright, qui est fabuleux, est disponible aux éditions Kurokawa dans toutes les bonnes librairies. Si elles ne l'ont pas, c'est que ce ne sont pas de bonnes librairies, d'où le mot bonne librairie. Voilà, tout de suite, la critique de jeux vidéo. Je suis enfin célèbre. Depuis le temps que j'y travaille. Alors qu'on les croyait il y a encore quelques temps définitivement éteints, les point and click retrouvent ces derniers temps la santé. Les Allemands d'Animation Arts n'y sont pas innocents, puisqu'ils s'en sont même fait une spécialité. Après 2 épisodes réussis de Secret Files, les revoilà avec un nouveau héros, une autre époque et une toile de fond différente. Lost Horizon annonce le grand retour des jeux d'aventure à l'ancienne. Avec un titre aussi clair qui traduit en français donne Horizon perdu, inutile de dire qu'on a des chances de voyager. Déjà, l'action commence dans un coin perdu du Tibet, dans la cité mythique de Shambhala, en sanskrit, lieu du bonheur paisible. L'intrigue d'Uncharted 2 tourne d'ailleurs autour de cette utopie bouddhiste. 2 militaires britanniques sont poursuivis, l'un d'eux parvient à s'échapper par le pouvoir d'une relique apparemment convoitée. Ellipse narrative, nous voilà plus à l'est, année 1936, Hong Kong et ses quartiers coloniaux, cabarets d'époque, où l'on vient voir chanter la Joséphine Baker locale. C'est là qu'on retrouve Fenton Paddock, whisky au point, qui va nous entraîner au Maroc, à Berlin, au Tibet, et bien sûr dans les ruelles de l'actuelle région administrative spéciale. Cet ex-commandant de l'armée doit retrouver Richards, le fils du gouverneur disparu dans une expédition au Tibet. En mettant la main sur une carte, il tombe sur la fille d'un cartographe, Kim. Ce scénario rocambolesque est en fait une libre adaptation d'un livre de James Hilton. Mais il s'avère finalement être davantage une réminiscence d'Indiana Jones, auquel le jeu fait même parfois référence. Richard, dans quoi t'es allé te fourrer? Le découpage dramaturgique du jeu s'inspire très franchement des films d'aventure des années 30-40 emmenés par la RKO, Columbia ou Century Fox. Très explicite, les menus nous plongent à l'entrée d'une salle de cinéma dans cette période d'âge d'or d'Hollywood. A noter que Frank Capra avait réalisé en 1937 Lost Horizon, lui-même adapté du livre. Mais Lost Horizon, c'est aussi Indiana Jones et l'Air Scum. Un mélange de nazi et d'archéologie fort audacieux, vous en conviendrez. On pense bien sûr à LucasArts et ses fantastiques Indiana ou au moins célèbre Flight of the Amazon Queen. Des jeux pastiches dont le propos est parfaitement adapté au genre aventure-recherche. Prétexte à des situations improbables et à de belles tranches d'humour. Ma réponse ne changera rien. Vous allez quand même me coller ma raclée, n'est-ce pas? Quelle lumière ce gamin! Si vous n'avez jamais fait de point and click, autant dire que ce Lost Horizon devrait vous ravir. Ici, les mécanismes de jeu sont une sorte de résumé simplifié de ce que le genre propose depuis une vingtaine d'années. Votre inventaire est abrégé, il suffit de glisser la souris en bas de votre écran pour sélectionner un objet, sauvegarder ou voir grâce à la loupe les actions réalisables. Tout cela facilite grandement l'exploration et s'apparente beaucoup aux Secret Files. Bien que l'histoire soit d'une banalité affligeante, le jeu lui-même est vraiment bien cadencé, les énigmes sont cohérentes, bref, la sauce prend vite. Si j'attache ce mètre à ruban à la balle, j'obtiendrai un magnifique pendule multicolore. Mais trop zélé dans sa quête d'accessibilité, Animation Arts finit par rendre son rejeton peu savoureux. Par exemple, le curseur vous indique la validité des associations d'objets. Guidage prononcé, si bien que par instant, on clique à tout va, question de voir si ça marche, sans réellement mettre son cerveau à contribution, si ce n'est pour la résolution des puzzles. On en oublie du coup le déroulement narratif et c'est dommage car les personnages s'effacent et le jeu s'affadit. Alors oui, on note quelques tentatives visant à épicer le goût. Si l'action le permet, il est possible de permuter entre différents personnages, bien que ça n'aille jamais très loin. Le jeune studio allemand a d'ailleurs concentré l'essentiel de Lost Horizon dans les rapports entre Fenton et Kim qui se veulent amusants. Mais ils se veulent seulement, car les vannes ne sont pas drôles, peu inspirées et la traduction reste trop approximative. Très soudainement. À côté de ça, les bruitages et les musiques sont réussis et nous immergent rapidement. L'esthétique cartoon et les arrière-plans sont parfois très réussis. Le gameplay maigrelet n'est pas simpliste et oriente le joueur sur les plates-bandes de l'aventure totale. Youhou! Avec les salutations de Sa Majesté. L'un des principaux défauts de ce point and click se situe malheureusement dans le travail d'écriture, l'une des bases du genre.
Si le scénario n'étant que prétexte à l'aventure et à l'enchaînement de lieux bigarrés, on ne relèvera pas sa démarche boiteuse et son affreuse complaisance pour les lieux communs. Nous sommes loin d'une écriture à la LucasArts ou à la Revolution Software. On sent qu'Animation Arts veut s'approcher de ces ténors, voire même leur rendre hommage. Si hommage il y a, il est gauche. Et à force de vouloir faire comme, le studio allemand finit par singer la période sacrée du point and click. On aurait donc apprécié un peu plus de personnalité dans l'écriture et l'élaboration des personnages, dont le manque criant de charisme reste un défaut important pour ce genre de titre. Les personnages sont ternes et stéréotypés, très premier degré. À ce propos, les protagonistes n'ont pas la même tête dans le jeu, sur leurs médaillons lors des dialogues et sur le boîtier. On doit ajouter à ce triste constat une animation rouillée, une modélisation 3D ratée, des cinématiques pénibles et là ça fait mal, des doublages médiocres. Ha! Tu as vu ça? Ça y est. Grandiose! Il vous faudra un grand sens de l'humour pour les supporter, d'autant qu'on ne peut pas mettre Lost Horizon dans une autre langue. Mais peut-être que l'idée du jeu était, en reprenant une esthétique naïve et faite volontairement de clichés, de rendre un hommage au film américain de la grande période RKO et, par l'héritage de LucasArts, à Indiana Jones. Pourtant, aussi maladroit soit-il, Lost Horizon se laisse jouer sans déplaisir. Les mécanismes fonctionnent avec un sens du rythme certain et l'on veut savoir la suite. Au final, le studio allemand élague un arbre riche en possibilités et nous offre en quelque sorte un bonsaï de point and click, reprenant toutes ses ficelles. Si vous êtes fan du genre, on ne saurait trop vous conseiller de vous faire votre propre idée, en téléchargeant la démo sur le site officiel, qui propose le premier chapitre dans son intégralité. Oh non, non, chat. Donc voilà, c'était la critique de jeu qui, je l'espère, vous l'a beaucoup plu. Donc comme vous l'aurez noté, je suis au Japon, donc derrière la caméra, Alex Pilote est aussi au Japon, ce qui signifie que cet escroc de Cyril Lambin peut rester au lit cette semaine et qu'il n'y aura pas de compileur. À la place, on va passer directement à la critique des mangas, qui, je l'espère, parlera des mangas Kurokawa, qui, comme on le sait, sont les meilleurs mangas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, contrairement à ces pirates, ces piratins, ces escrocs de fansubber, nous ne traduisons pas Chan en gardant Chan, nous ne traduisons pas des mots tels que Misoshiru ou Tadaima, mais nous les traduisons bien en français comme il faut, car nous sommes en France, oui, et la langue française est une langue riche et compréhensible. Donc voilà, tout de suite, une critique de manga en français, en bon français. On retrouve le même thème dans le deuxième animé de ce coffret, 5 cm par seconde. L'histoire décrit cette fois la relation à distance qui naît entre Takaki et Akari alors qu'ils sont encore collégiens. Le récit prend la forme de 3 chapitres distincts au sein du même film. Shinkai décrit avec beaucoup de justesse les sentiments de ses protagonistes. Comment chacun perçoit le temps qui passe, comment chacun perçoit celui ou celle qu'il aime, et comment chacun ressent la distance humaine qui sépare les cœurs les uns des autres. Chaque film est proposé en VF et VOSTF. Si la VF réalisée par le studio Sound Factor est d'une qualité très correcte, la sensibilité et la subtilité minimaliste des dialogues se prêtent mieux à la sobriété d'une VOSTF dénuée de tout reproche. Par la fenêtre, j'apercevais un paysage couvert de neige, comme je n'en avais jamais vu. Le temps s'éternisait, la faim me brûlait le ventre. Tout ça accentuait de plus en plus mon sentiment de solitude. L'heure de notre rendez-vous était passée. Et Akari devait sûrement commencer à s'inquiéter. Sur le DVD bonus, en plus du premier cours du réalisateur, celui-ci parle de ses différents films durant 2 interviews. Intéressantes par le contenu, elles n'en sont pas particulièrement palpitantes pour autant. Les comédiens de 5 cm par seconde sont aussi présentés lors de petites interviews assez dispensables. Enfin, on peut trouver un diaporama, sorte de making-of en photo du film. Avec ce coffret, Kazé nous permet de découvrir en France l'univers de Shinkai Makoto, sa sensibilité tout en retenue qui ne tombe jamais dans un maniérisme nouvelle vague pesant. Ses histoires sont charmantes et sortent des sentiers battus. Les curieux n'hésiteront pas à 5 cm, ou 1 seconde, c'est vous qui voyez, avant de tenter l'aventure. 誰でもいいはずなのに星が落ちそうな夜だから自分を偽れないわ More time 季節よ移ろわないで One more time ふざ
姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉Le grand moment est arrivé. Le jour de ses 15 ans, lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, le jeune Ose Vesalius est entraîné dans les abysses. Son crime, lui dit-on, est son existence même. Personnage double, mystère et rebondissement sont le lot de ses premiers tomes de Pandora Hearts, sortis simultanément en juillet dernier. Ce shonen a d'ailleurs bénéficié d'un sérieux coup de projecteur lors de la dernière Japan Expo. Une exposition de 60 mètres carrés, des séances de dédicaces et de la publicité. Ki-hoon a bien raison de miser gros sur ce titre. Son intrigue est complexe et baigne dans le mystère et la dualité, à tel point qu'une deuxième lecture n'est pas de trop pour s'y retrouver. Qui est du côté de Ose? Qui tente de le manipuler? Ces 3 premiers tomes posent plus de questions qu'ils n'en résolvent. Le design n'est pas en reste, les personnages tant masculins que féminins ne manquent pas de charisme. L'arrière-plan est riche en détails. La mangaka, la jeune Mochizuki Jun, dit être passionnée par l'époque victorienne. Cela se ressent dans les costumes des différents protagonistes, mais aussi, et cela est plus rare, dans l'architecture du manoir où se déroule une partie de l'action. Si on sent bien que l'auteur est fortement influencé par Lewis Carroll, nous n'avons pas pour autant affaire à une nouvelle adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. L'ambiance est plutôt décontractée et notre héros s'est resté joyeux en toutes circonstances. Avec son atmosphère policée et ses combats musclés, ce shonen a donc des atouts qui lui permettront à n'en pas douter de plaire autant aux garçons qu'aux filles. Ben voilà, le 101% c'est terminé, donc comme disent nos amis japonais tout autour de nous, sayonara, matane, yoroshiku et autres joyeusetés qui signifient que nous nous reverrons bientôt, enfin vous et moi peut-être pas forcément, mais vous et No Life je l'espère très souvent. Moi d'ici demain c'est le Tokyo Game Show, donc je vais aller me coucher parce que à mon avis ça va être assez difficile. Je pense que Alex va faire de même parce qu'il a des valises comme ça. À part ça, je vous souhaite donc un bon week-end, bon visionnage de No Life, la chaîne des fans de jeux vidéo, de manga et de l'entertainment japonais. Au revoir à tous.